Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je reçois aujourd'hui, depuis, comme on le dit, le pays des hommes intègres, le docteur Ferdinand Ouedraogo, qui va nous faire des révélations à couper le souffle. Je vous prie de partager et de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Rassurons-nous que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Burkina Faso? Je vais donner le temps à tout un chacun de partager massivement ce direct. Et nous allons zailler jusqu'au temps où voilà, ils puissent nous joindre sur le direct et nous expliquer réellement ce qui s'y passe. Coucou Fatou Doucouré, comment vas-tu ma cocotte? Et il est là. On attend qu'il se connecte. Coucou. Bonsoir, docteur Ferdinand Ouedraogo, comment allez-vous? Oui, bien, et vous? Je vais super bien. Merci d'être sur mon direct depuis la ville, pour ne pas dire le pays des hommes intègres. Ok. On vous entend un peu moins? Oui, j'ai mis un kit là pour être un peu plus à l'aise. Ok. Ok. Vous me recevez? Pardon? Vous m'entendez? Faiblement. Bon, parce que je ne suis pas dans un environnement acoustique, donc c'est mieux que je communique avec le kit. Ok. C'est pas grave. C'est bon? On va faire avec. Je pense que les followers, est-ce que vous entendez parfaitement le docteur Ouedraogo? Est-ce que vous l'entendez parfaitement? Écrivez un yes ou un oui si vous l'entendez parfaitement, parce que le but de ce direct, c'est de se rassurer que les informations que nous allons partager, voilà, ce soit puisse quelque part véhiculées sans crainte et surtout sans peur. Est-ce que vous entendez parfaitement? Parfaitement. J'ai besoin toujours d'un yes. Yes. On me dit qu'on vous entend. Comment allez-vous, bien sûr? Ça va bien. Et chez vous? Oui, je vais super bien. Le volume est très lourd. C'est très lourd. Qu'est-ce qui se passe-t-il au Burkina Faso avec cette histoire, cette affaire d'assemblée consulaire française interdite, surprise en flagrant délit d'ingérence dans les affaires économiques intérieures au Burkina Faso? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, c'est un scandale qu'on essaie d'étouffer via les médias locaux depuis plusieurs années. Ok. En fait, nous avons pris la main dans le sac de la France en pleine infraction d'ingérence. Okay. Vous m'entendez? Okay. Voilà, dans les affaires intérieures, okay, notamment économiques du Burkina Faso. C'est-à-dire quoi? La France s'est substituée au secteur privé burkinabé en faisant croire à l'État, à l'ensemble des populations burkinabées, qu'elle était en fait un établissement public de l'État burkinabé qui était en tout cas qui a été créé par l'État burkinabé depuis 1964, alors que c'est faux. C'est-à-dire que tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez de ce qu'on appelle la Chambre de commerce et d'industrie Burkina Faso, ben, c'est du mensonge organisé par la France avec certains dirigeants en fait, du Burkina Faso pour faire croire qu'il y avait une Chambre de commerce au Burkina qui représentait les intérêts généraux du commerce, de l'industrie, des services des entreprises burkinabées ou bien des entreprises nationales, alors que ce n'était pas vrai. Donc la France s'est servie de l'ignorance du peuple burkinabé, notamment des commerçants qui sont pour la plupart analphabètes, pour faire croire voilà, qu'il y avait une chambre de commerce au Burkina Faso dans l'intention manifeste d'usurper la représentativité du secteur privé burkinabé.
Donc, pour aller un peu plus doucement, encore mieux faire comprendre voilà, aux personnes qui sont connectées en ce moment. Donc, réellement, au Burkina, il n'y a pas une chambre de commerce. Jusqu'à 2020, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à 2020, il n'y avait pas de chambre de commerce. C'est-à-dire que tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, notamment concernant cette soi-disant CCIBF au Burkina, oui, c'est de la fiction. L'État burkinabé n'a jamais sécrété d'institution républicaine qui s'appelle chambre de commerce. C'était une fiction montée de toutes pièces par la France, avec son assemblée consulaire et ses élus consulaires. Vous me recevez? Oui, on vous entend. Voilà, donc il s'agit en fait d'une fiction savamment orchestrée par la France et un certain nombre de dirigeants burkinabés, voilà, pour faire croire qu'il y avait une chambre de commerce qui représentait de manière autonome ou indépendante les intérêts généraux du secteur privé, dans l'intention manifeste de récupérer en fait voilà, tous les avantages liés à la question économique en fait en termes de secteur privé au Burkina Faso. Donc pour dire pour être clair ou bien simplement, la France s'est arrogé le droit de représenter le secteur privé burkinabé en son lieu et place auprès des pouvoirs publics burkinabés et auprès des pouvoirs publics du monde entier. Donc, de sorte à confisquer en fait tous les intérêts ou bien tous les avantages liés en fait au secteur privé burkinabé au détriment des entreprises burkinabées et au détriment en fait du tissu économique national du Burkina Faso. Donc, c'est une imposture qui a été entretenue par la France au Burkina Faso depuis 1960 jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué pour la France de maintenir ce mensonge-là avec la CEDEAO qui est en train de perdre quelques pays et qui va bientôt disparaître si tout se passe bien comme on le voit. Donc, si je veux bien comprendre, du moment où cette chambre de commerce n'existe pas, quel est l'impact concernant pour la relation avec la CEDEAO? Oui, mais naturellement, vous savez que dans la CEDEAO et l'UEMOA, ce sont deux institutions qui sont en train de prévoir même une fusion. Pour à terme, il n'y a plus de CEDEAO ou de l'UEMOA, mais qu'il y a une seule institution, UEMOA, CEDEAO. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être fait attention, dans l'UEMOA, on a ce qu'on appelle la chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Donc cette chambre consulaire régionale regroupe l'ensemble des chambres consulaires françaises sur tous les territoires des pays en fait. Donc, vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France a créé un système consulaire et l'a même répliqué au niveau de l'UEMOA dans l'intention d'usurper la représentativité indépendante des secteurs privés de tous ces pays-là, afin de faire croire que ces secteurs privés-là sont indépendants et profitent des retombées économiques en fait, liées à l'économie de leur pays. Mais en réalité, c'est la France qui, en arrière-plan, bénéficie des retombées économiques liées à l'économie de tous ces pays réunis-là. Comme ces pays sont effectivement ceux qui sont en même temps dans la CEDEAO, il va de c'est comme si en réalité la France se substitue au secteur privé de l'ensemble des pays qui composent l'UEMOA au sein de la CEDEAO. Donc voici pourquoi Est-ce que vous pouvez répéter ça encore, cette partie-là? C'était comme si la France a usurpé la représentativité des secteurs privés, des ensembles des pays qui composent l'UEMOA et également qui sont dans la CEDEAO. Donc la France s'est fait passer pour les secteurs privés de tous ces pays qui composent l'UEMOA au sein de la CEDEAO puisqu'ils y sont. Vous comprenez la chose? Ça veut dire que tous les pays qui composent l'UEMOA ont des chambres consulaires. Et ces chambres consulaires sont en réalité des fausses chambres de commerce parce qu'en réalité, elles sont toutes créées ou bien sous pavillon français. Donc, ce qui empêche les entreprises locales de tous ces pays-là de pouvoir bénéficier du tissu économique de leur propre pays au profit en fait des multinationales françaises ou bien européennes qui profitent en fait de cette usurpation en fait de représentativité auprès des autorités publiques ou bien sous-régionales au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est extrêmement grave. Voilà, pourquoi les journalistes font semblant d'ignorer ce sujet qui est aussi grave que ça sur cette découverte de cette fausse chambre de commerce française sur les territoires burkinabés? Pourquoi les gens ignorent? Pourquoi les gens n'en parlent pas? Est-ce que le président Ibrahim Traoré a réellement une idée de ce qui se passe réellement sur ce volet et quel peut être l'impact s'il n'y a pas une prise de conscience ou bien s'il n'y a pas un frein sur ce volet? Je vais répondre à la dernière question. L'impact, c'est quoi sur l'AES par rapport à la CEDEAO? Oui. L'AES est une forme d'autodétermination de trois États qui se sont séparés en fait du colonialisme français implémenté dans la CEDEAO. Naturellement que les
de l'AES voudront que leur secteur privé soit également dans cette dynamique d'autodétermination et d'indépendance. Maintenant, si on continue avec ce système consulaire dans l'AES, ça voudrait dire que les multinationales européennes constituent en fait la base en fait de cette usurpation, de cette imposture-là, vont toujours continuer à pomper l'économie en fait de l'AES au détriment des tissus économiques ou des entreprises des pays de l'AES. Donc, c'est extrêmement grave. Ça veut dire quoi? Si vous créez une entreprise, c'est pour qu'elle prospère. Mais si vous devez créer une entreprise, elle ferme boutique. À cause de la présence sur votre territoire d'entreprise qui occupe tous les marchés, qui vous empêche d'évoluer, mais votre tissu économique ne pourra jamais se développer. Donc, c'est extrêmement important pour l'AES d'en finir avec ces chambres consulaires françaises, là, parce qu'il y va de la prospérité des tissus économiques nationaux ou bien, bon, je peux dire, intégrés de l'AES. Donc, ça, c'est pour votre dernière question. Pour ce qui est le capitaine Ibrahim Traoré, je ne suis pas sûr qu'il a toutes les informations nécessaires par rapport à cette question. Nous avons pris contact avec le capitaine Ibrahim, je crois, en octobre 2022. Il nous a fait la promesse de nous faire recevoir par un juriste et un économiste afin de décanter en fait, la problématique liée à cette question transversale, pour qu'il puisse bien comprendre. Mais depuis lors, nous n'avons plus accès au capitaine jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, ce qui veut dire que peut-être qu'il y a eu des blocages au niveau du protocole ou au niveau en fait, de tout ce qui permet qu'on puisse le rencontrer, de sorte à ce qu'on ne puisse pas faire sa religion sur la gravité de ce problème. Voilà, donc je ne suis pas sûr que le capitaine est au courant de la gravité en fait, des événements qui sont... Mais ce problème, si le capitaine n'est pas au courant, pour moi, ça peut avoir un impact sur son pouvoir indirectement. Oui, mais le capitaine est menacé à tout moment des coups d'État par les oligarques qui sont à cette imposture de représentativité du secteur privé. Puisque le capitaine Ibrahim Traoré a une volonté d'aller vers la manifestation de la vérité et de la prise de souveraineté réelle du les autres pays de l'AES. Voilà. Maintenant, cette dynamique-là va l'amener certainement à faire des découvertes qui ne sont pas en fait dans l'intérêt en fait, de ces multinationales, de ces acteurs qui sont à l'origine de cette imposture, notamment la France. Donc, du coup, ils feront tout, ils mettront tout en œuvre pour l'empêcher en fait d'arriver à cette fin. Donc, du coup, cette assemblée consulaire ou bien chambre consulaire constitue une menace pour la stabilité même du Burkina Faso et pour la stabilité également de l'AES par voie de conséquence, puisque ce sont les mêmes chambres consulaires qui sont répliquées dans les pays de la CEDEAO, qui veulent infiltrer l'AES économiquement parlant. Voilà. Donc, c'est une situation en tout cas assez grave pour laquelle il faut que les autorités de l'AES s'impliquent sérieusement. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas de l'intégration des trois États. Même la confédération, ce n'est pas encore arrivé. Le problème, il est purement économique. Économique. Voilà. Il est purement économique. Pour que ça puisse marcher, il faut que les économies de ces trois pays-là soient intégrées et que ces économies ne soient pas adombrées par le système consulaire qui existait dans la CEDEAO. Or, la CEDEAO, actuellement, veut que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO pour continuer ce système consulaire français. Donc, si la CEDEAO... À votre avis, qu'est-ce qui doit être, parce que là c'est un peu alarmant avec tout ce qui se passe, et qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir quand même aider, voilà, à alléger, ou bien quelles sont les décisions qui doivent être prises un peu rapidement, je peux dire rapidement, pour ne pas que voilà, tout ce truc ait un impact vraiment énorme sur l'économie et aussi sur la réputation et tout ça. Et puis du moment où on est en train de merger un tout petit peu, voilà, avec le volet AES, qu'est-ce qui doit être fait à votre avis? Il y a des questions stratégiques qui doivent être mises sur la table de discussion entre les chefs de l'AES et les représentativités nationales de leur propre secteur privé, qui à terme devront collégialement avoir des assises pour discuter en fait de l'intégration économique de l'AES, dans l'intérêt aussi des États de l'AES, administrativement ou politiquement parlant, et dans l'intérêt des secteurs privés respectifs bien nationaux de chaque pays. On me dit que ça bug un tout petit peu chez vous. On me dit que ça bug un peu. Vous m'entendez? Oui, ouais, allez-y, mais on me dit que ça bug un tout petit peu. Bon, c'est pas facile parce que ici le réseau n'est pas très bien. Ouais. Voilà. C'est tout simplement pour vous dire qu'il faut une certaine synergie entre les secteurs privés nationaux de l'AES et les secteurs de l'AES eux-mêmes. Parce que dans la CEDEAO, il n'y avait pas cette synergie
il y avait un antagonisme qui était latent, mais en réalité qui n'était pas perceptible par ceux-là qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Les chambres consulaires sont là pour défendre les intérêts des entreprises et des multinationales étrangères. Est-ce qu'on se comprend? Une chambre consulaire, une chambre dite consulaire, ne défend sur un territoire de résidence que les intérêts des entreprises ou des multinationales de son pays d'origine. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une chambre nationale. Maintenant, les chambres nationales de commerce là permettent de défendre les intérêts du tissu économique national et par voie de conséquence du tissu économique global ou bien intégré de l'AES. Il ne faut pas confondre les secteurs privés nationaux et les secteurs privés constitués par les entreprises des établissements ou des entreprises étrangères en situation d'expatriés ou d'expatriation au niveau national, au niveau de l'AES. Voilà un peu la problématique. Donc, du coup, si vous voyez que les médias n'en parlent pas, c'est parce que non seulement les médias, pour la plupart, sont possédés par certaines multinationales. Allô? On a un tout petit peu un problème de connexion. Voilà, vas-y. Le réseau est de mauvaise qualité. Donc, pour faire bref, le silence des journalistes est caractéristique en fait, du danger que la France a pressenti par rapport à la divulgation en fait, de cette information. Voilà. Donc, c'était ça que la France voulait éviter. Et le problème de la CEDEAO et de la sortie en fait, de l'AES, de la CEDEAO, est en train de mettre encore plus à nu ce problème lié aux chambres consulaires installées par la France ici magistralement pour tromper en fait tous les secteurs privés et les pays de tous les pays de la CEDEAO. Voilà, donc c'est extrêmement... Docteur Ouedraogo, je voulais savoir, est-ce qu'avec la création de la nouvelle monnaie de l'AES, que cela va quand même avoir un impact voilà, positif sur ce volet? Oui, mais pour les entreprises nationales, pour les États de l'AES, ça aura forcément un impact. Okay. Voilà. Parce que ça dépendra également des mécanismes sur la base desquels, du moins, cette monnaie en fait sera mise en circulation. Moi, je ne peux pas en parler en profondeur parce que je ne suis pas dans le secret des discussions qui ont lieu actuellement avec les hauts fonctionnaires de l'AES. Voilà. Mais tout est dit que pour des questions de souveraineté et de pérennité dans l'économie, il est tout à fait intéressant qu'on ait qu'un pays ou bien une alliance de pays ait leur propre monnaie ou bien sa propre monnaie. Voilà, parce que c'est très propice pour les échanges et ça permet d'asseoir la souveraineté et véritablement en fait, de ces pays. Maintenant, pour les multinationales, voilà pourquoi en fait le problème est à double sens. Pour les multinationales, pour les entreprises qui ne sont pas locales, les entreprises qui n'ont pas, en tout cas, de nationalité AES ou bien des pays membres de l'AES, il y aura forcément des problèmes. Voilà, il y aura forcément des problèmes parce qu'en réalité, quand vous êtes dans un pays que vous êtes en train d'exercer des activités économiques sur la base de devises qui ne sont pas détenues ou bien qui ne sont pas émises et qui proviennent d'autres puissances économiques extérieures, il va de soi que le remplacement en fait, de cette devise puisse perturber vos activités économiques. Mais pour les pays en fait, d'origine d'émission de ces nouvelles devises-là, c'est une nouvelle pour les entreprises nationales de ces États-là. Donc, c'est une manière pour ces États-là, au contraire même, de booster l'économie nationale de chaque État de l'AES et d'envoyer en fait une nouvelle reconfiguration en fait, économique dans leur zone, quitte à ce que les autres qui vont avoir les intérêts ou bien qui vont comprendre l'importance en fait, de cette nouvelle monnaie puissent intégrer en fait cette nouvelle technique de l'AES dans l'intérêt de leur population, de leur tissu économique, de leurs entreprises et de la prospérité économique de leurs États. Donc c'est une question très intéressante, mais également complexe. On ne peut pas en débattre en long et en large ici, parce qu'il y a des paramètres techniques dont je ne maîtrise pas, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas la teneur en fait, des discussions des hauts fonctionnaires de l'AES qui ont tenu un peu, depuis le 12, qui sont en conclave à Ouagadougou pour voir dans quelle mesure relire faire une réécriture de la charte de l'AES. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous donner des informations. C'est ça. Pas dans le secteur. Et aussi, je le dis, selon des informations, quand j'ai essayé de faire un tout petit peu, sonder un tout petit peu le terrain sur ce volet, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans ce scandale-là. Il y a plein de personnes, ça monte jusqu'au plus haut. Hein. Bien sûr que le président Ibrahim n'est pas au courant de ça, mais il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment, comme on le dit,
de près ou de loin, qui font part de ce scandale. Non, mais en fait, c'était un scandale. Je vous ai dit, c'est un problème diplomatique qui va bientôt peut-être faire l'objet d'une... OK. Allô, on vous entend plus. Allô? Oui, la connexion. Je disais tout à l'heure que c'est un problème diplomatique qui va faire l'attention, qui va en tout cas créer une attention particulière au niveau du Burkina Faso et à l'international. Parce qu'en fait, c'est une question d'ingérence. Et pour qu'une telle prouesse puisse être faite, il faut qu'il y ait une complicité intérieure, de la part notamment des autorités judiciaires, des autorités de la sécurité, des autorités sécuritaires et des autorités de l'administration en général. Donc, c'est pour vous dire que la justice burkinabé est impliquée dans ce scandale, le gouvernement est impliqué dans ce scandale, et n'en parlons pas de l'administration, et certaines autres personnalités du monde économique, certains banquiers, certaines personnes de renommée que vous connaissez certainement, qui sont impliquées, qui servaient les intérêts de la France, tout en trompant le peuple burkinabé comme quoi ils servaient les intérêts du Burkina Faso. Donc, c'est extrêmement grave et scandaleux. Voilà. Donc, quand vous dites qu'il y a des hautes personnalités qui sont impliquées, c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas en 60 ans arriver à tromper un peu durant 60 ans sans qu'il y ait des ressources. Voilà. Le Burkina n'a jamais eu de chambre de commerce et dès que nous avons créé la toute première chambre de commerce de Burkina Faso en 2020, ben, on a pu faire l'objet de pas mal de persécutions. J'ai même moi-même personnellement fait 3 fois des séjours dans une maison d'arrêt, tout simplement pour m'empêcher que vous ayez aujourd'hui droit accès à la vérité que je suis en train de vous raconter. Fait l'objet d'une condamnation pécuniaire d'astreinte financière de l'ordre ça, c'était pas avec eBay, hein? Pas du tout. Hein? Non, c'était pas sur eBay est venu récemment. Ah, ok. Parce que vous avez commencé cette découverte depuis autour de 2020. Okay. Voilà. On est venu trouver en fait que nous menions ce combat et peut-être qu'on a compris qu'en réalité, c'est dans l'intérêt même de l'AES que nous sommes en train de lutter. Sans que peut-être même, peut-être qu'on n'avait pas l'idée qu'il y aurait l'AES aujourd'hui, mais on luttait pour l'intérêt supérieur de la nation burkinabé et du tissu économique national burkinabé avant que le capitaine n'arrive au pouvoir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que des juges ont été capables de juger personnellement des adresses financières de l'ordre de 3 millions de francs par jour, c'est-à-dire 90 millions de francs par mois. Bon, l'année, ça fait 1 milliard 80 millions pour mettre sur ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui facilement. Mais oui, puisqu'on m'a condamné à payer cet argent-là au profit de la France. Alors que cette assemblée consulaire a été dissoute en 1964 par une loi de l'Assemblée nationale du Président. Vous imaginez un peu le scandale? Donc, si des magistrats sont allés violer leur serment et de commettre de tels faits pour couvrir la France, déguiser la France toujours clandestinement sur notre territoire ici, ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle. C'est clair. Donc, voilà, il y a beaucoup d'émulation au Burkina Faso actuellement autour de la CEDEAO, de la sortie de la de la CEDEAO, parce que vous voyez le balayage en fait de toutes ces questions-là. Voilà. Donc, c'est extrêmement... J'essaie de lire un message ici qui dit les experts en économie burkinabés vont se pencher sur cette affaire, doivent se pencher sur ce problème. Quand le moment viendra, nous allons vous inciter sur la création de la monnaie de manière effective. Nous sommes en train d'étudier les gestions des ressources et de PIB de l'AES en général. Quel message, nous avons un problème de connexion, certes, mais quel message souhaitez-vous lancer aux panafricanistes et activistes voilà, du monde entier? Oui, mais je voudrais pas répondre sur le message que vous venez de lire là, sur la question en fait, des experts qui sont en train de se pencher en fait, sur la question. Bon, il faut que les paradigmes anciens, ces mêmes paradigmes-là qui nous ont conduits dans ce décor-là. Bien sûr. Il faut que les... Allô? Allô? On a un problème de connexion. Je disais qu'il fallait que les experts du secteur public s'attachent également le concours des experts du secteur privé pour qu'ensemble on puisse réfléchir à ces questions. Parce que les administratifs ne maîtrisent pas toutes les données, surtout en matière de commerce ou en matière d'économie, dans tous les pays. Voilà. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une question de bureaucratie simplement. Il y a certaines transversalités qu'il va falloir mettre sur la table concernant le commerce
les questions douanières et fiscales, les questions d'intégration, en fait. Vous me recevez? Oui, oui. Voilà, les questions douanières, toutes ces questions-là doivent être discutées de manière, je peux dire, démocratique. Mais quand vous regardez la considération des discussions, des échanges de hauts fonctionnaires, ça se passe comme si en réalité, ce sont les mêmes techniciens qui ont servi les intérêts de ces politiciens qui ont mis nos pays là à genoux avec la CEDEAO, qui doivent encore discuter exclusivement de comment est-ce que l'AES va prospérer ou bien comment l'AES va régler ces questions de transition-là vers cette nouvelle reconfiguration géopolitique. Ce n'est pas sérieux. Parce que ceux qui étaient là pendant que l'UEMOA ou bien la CEDEAO couvraient en fait des assemblées consulaires françaises ici au détriment de l'économie de leur propre pays ne peuvent pas être seulement qui doivent discuter des perspectives de transition de la CEDEAO vers l'AES. Mais quand vous regardez la configuration, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est toujours comme ça qu'on finit par mettre à genoux même les plus belles perspectives qui viennent en fait de certaines personnalités qui ne sont pas forcément des technocrates, comme les militaires qui ont pris la décision de sortir de la CEDEAO vigoureusement. Voilà. Donc, cette façon de faire n'est pas tout à fait propice à une certaine efficacité, en fait, des résultats, en fait, de tous ces travaux-là qui pourront être portés à la connaissance, en fait, de tout le monde ultérieurement. Donc, je voulais rebondir sur ça pour que les autorités de l'AES ne s'attachent pas seulement que les services de leurs technocrates du secteur public. Il y a des technocrates dans le secteur privé, notamment au niveau du secteur privé du Burkina Faso, qui sont à même significative pour que ce qui s'est passé dans la CEDEAO et l'UEMOA ne se répète pas. Parce que jusqu'à présent, l'UEMOA est fonctionnel. Jusqu'à présent, l'UEMOA est fonctionnel. Pendant que nous sommes en train de parler de sortir en fait d'une zone monétaire. C'est clair. Voilà. Donc, il y a des choses, il faut arrêter certains tabous et il faut que ça se passe de manière démocratique. Et pour ça, il ne faut pas que seulement ça se passe dans les cloisonnements des administratifs. Parce qu'ils sont fautifs. Et pour la question de la Chambre de commerce dont nous parlons, ce sont les administratifs qui, par la confection de faux décrets pris en Conseil des ministres, ont aidé certains gouvernements à faire prospérer la France ici, sous l'apparence d'un établissement plus de l'État, alors que c'est une assemblée consulaire qui avait été dissoute. Donc, si des administratifs, des technocrates, des économistes ont pu être à l'origine en fait, de tels forfaits, de telles criminalités, d'une telle criminalité ou bien d'une telle capacité de faire du faux intellectuel, ben, il faudrait qu'on s'assure, nous, dans le secteur privé, que ceux-là qui sont en train de construire ou bien de mettre en place l'architecture de l'AES, bien pour les en phase avec les réalités, les nouvelles réalités dans lesquelles nous sommes nous intégrer. Or, nous ne sommes pas sûrs parce que nous avons découvert une ingérence de la France au niveau du Burkina Faso, aussi, notamment à travers une assemblée consulaire, qui doit être jugée et condamnée naturellement. Et qu'il faille également qu'au niveau de l'ONU, on puisse attraire la France pour ingérence ouverte à ciel ouvert dans les affaires intérieures ou économiques du Burkina Faso. Mais tous ces économistes qui sont dans l'AES devraient pouvoir discuter en fait de ces sujets sur la parallèle là, parce que ce que les gens oublient, qu'est-ce que c'est que la CEDEAO? À l'origine, la CEDEAO, je peux dire même que l'ancêtre même de la CEDEAO, c'était une union douanière. C'était l'union douanière, je crois, de l'Ouest africain. L'union douanière là, qui était à l'origine en fait de la création de la CEDEAO. C'était pour intégrer le commerce de tous ces pays-là, intégrer en fait l'économie de tous ces pays-là, créer une zone d'intégration économique régionale pour favoriser en fait les pays qui constituent en fait cette Afrique occidentale française. Mais la France a vite fait de récupérer en fait ce mouvement vers cette intégration-là en sa faveur. Avec quoi? Avec les chambres consulaires qu'elle a installées dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest française. Donc du coup, si la problématique des chambres de commerce consulaires françaises n'est pas réglée, n'est pas améliorée, pour qu'on puisse assainir en fait la réflexion sur comment est-ce que économiquement l'AES pourra peut-être créer une nouvelle intégration favorable à ses propres pays, à ses propres tissus économiques, à ses propres États, il sera difficile qu'on arrive à des résultats probants. Donc ce n'est pas une simple affaire simplement de s'asseoir en conclave avec des administrations. Mais c'est une affaire si je veux, comme on le dit, si on va repartir un tout petit peu rapidement, comme la connexion commence à être un peu plus bonne, si on veut se baser un tout petit peu sur la loi 10 d'abrogation de l'Assemblée consulaire française au Burkina, cela veut dire qu'indirectement, cette loi prouve que le capitaine a déjà été trahi secrètement par des personnes qui travaillent avec lui. Naturellement, madame. Vous me recevez? Oui, je vous entends. Voilà. Mais le capitaine a été trahi. On était venu en octobre 2022 pour le prévenir. Il a dit qu'il va nous recevoir. Il nous a plus encore reçu jusqu'à l'heure où je vous parle, mais il a été trahi entre-temps.
Parce qu'on l'a conduit à signer des faux décrets, des décrets sans objet concernant cette assemblée consulaire qui a été anéantie ou bien abrogée en 1964 et pour laquelle il a signé de manière voilà, inexcusable, voilà, pour essayer de la permettre de continuer en fait son périple français. Donc vous imaginez des militaires qui veulent sortir de l'ornière de la CEDEAO et de l'emprise néocoloniale française. Parmi eux, il se trouve un qui signe des documents au profit de la France sans même le savoir. Si c'est pas une trahison, aussi. Voilà, c'est pourquoi nous avions au préalable essayé de rentrer en contact avec lui pour qu'il ne puisse pas, par inadvertance, commettre ce genre d'erreur. Mais il a déjà commis cette erreur. Voilà. Et on attend que peut-être d'ici là, des mesures soient prises pour que les responsabilités soient situées et qu'il puisse annuler tout ça. Sinon, l'Assemblée nationale du Burkina Faso avait déjà anéanti ou bien abrogé l'Assemblée consulaire française sur le territoire burkinabé. Donc, il ne devait plus avoir de chambre de commerce, Assemblée consulaire sur le territoire burkinabé. Une trahison, hein, c'est grave parce que c'est incroyable. Bon, c'est scandaleux, mais c'est comme ça. On a trompé notre capitaine Ibrahim Traoré pour l'amener à servir les intérêts de la France à son effet. Bien sûr. Et je sais qu'il regarde mes directs et j'espère qu'il aura l'occasion, voilà, de rentrer en contact avec vous et essayer de trouver des voies et moyens pour mieux comprendre ce sujet parce que là, c'est une autre trahison, c'est ce que je peux dire. Hein. On espère, parce qu'en réalité, ce n'est pas de sa faute. Hein. Moi, je ne l'en veux pas parce qu'il s'est attaché les services d'un premier ministre avocat, il s'est attaché les services d'un ministre de la Justice avocat, il s'est attaché les services d'un ministre de l'administration territoriale qui est magistrat, et encore dans son gouvernement, il y a un juge qui est conseiller technique au niveau du ministère des Infrastructures. Donc, ça veut dire quoi? La France a la main mise sur la justice burkinabé, sur l'ordre des avocats du Burkina Faso, et elle contrôle tous ces gens-là. Et ces gens-là font ce que la France veut, et non pas ce que le pays veut, ou l'État burkinabé veut, ou bien selon ce que l'intérêt général ou bien supérieur de l'État burkinabé commande. Ils travaillent dans l'intérêt secret de la France. Autrement, il n'aurait pas été capable de trahir le capitaine Ibrahim Traoré en le faisant signer un décret sans objet concernant une assemblée consulaire française qui a été abrogée par une loi. On va peut-être dire que oui, il peut ne pas être au courant de tout, mais c'est quand même, il signe ses décrets, c'est lui qui signe, ses décrets sont, voilà, tout est mis sur table. On ne peut pas signer quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne peut pas signer quelque chose on n'arrive pas à cerner le contenu de ce qu'on est en train de signer. Donc, on ne peut pas le dédouaner à 100% parce que ça, c'est grave. Non, il est dédouanable. Un, parce qu'il est le chef du gouvernement. Bon, il est le président. Voilà, il est le président de la République. Et deux, parce qu'il faut avoir des connaissances en droit extrêmement poussées pour pouvoir comprendre en fait ce subterfuge français. Parce que ceux qui sont arrivés à cette construction juridique fictive-là sont des professionnels du droit aguerris. Okay. Je ne suis pas sûr que le capitaine est un professionnel du droit ou bien un homme de loi. Donc, ceux qui l'ont fait signer ce document, eux ne peuvent pas être dédouanés. Mais le capitaine, oui, parce que ce n'est pas un professionnel du droit. Voilà. Puisque c'est une affaire qui ne peut être construite que par des professionnels du droit. Parce qu'on ne peut pas arriver à une telle technicité dans le mensonge ou bien à une telle fausseté de manière intellectuelle sans avoir des connaissances poussées ou bien, en tout cas, une maîtrise de la chose juridique. Donc, je ne suis pas sûr que le capitaine est un professionnel du droit. Oui, donc, à ce titre-là, je pense que... la République, c'est une forte... Oui, je comprends, on va lui donner un tout petit peu, on va le dédouaner, mais on ne peut pas le dédouaner à 100% parce que là, j'espère que ça va l'emmener encore à tirer, prêter attention à tout ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T. Parce que ce sont des révélations à couper le souffle. Et vous qui faites cette révélation, vous êtes quelque part en danger. Parce que c'est des choses qu'on ne veut pas. La France ne veut pas qu'on parle de ça. Et les personnes qui sont payées, voilà, qui sont indirectement la couverture de cette France aujourd'hui ne veulent pas que vous parlez de ça. Donc c'est grave. Oui, comme je l'ai dit, c'est par la grâce. Il y a
des gens qui parlent de la providence. Bon, on va parler simplement comme chez nous en Afrique, de Dieu. Bien sûr. J'ai encore le souffle de vie qui me permet de vous parler. Voilà, sans quoi, même une maison d'arrêt en détention provisoire pour me maintenir à l'écart de la société, j'ai été kidnappé au sein d'une maison d'arrêt pour les urgences psychiatriques d'un CHU. C'est-à-dire qu'on avait voulu me faire passer pour un fêlé afin que vous ne puissiez jamais écouter. Jusqu'à ce point. J'ai été kidnappé dans une maison d'arrêt pour les urgences psychiatriques, sans indication de l'infirmerie de la maison d'arrêt, sans notification de décision de justice d'ordonnance psychiatrique, sans que je ne demande de consultation en matière psychiatrique. On a failli me faire sortir de manière détournée. Plusieurs fois, j'ai refusé. Et la dernière fois où ça s'est produit, c'était un groupe de gardes de sécurité pénitentiaire qui sont venus à presque 10, je pense, avec les armes à la main des Kalachnikov, maintenus pour me retirer en fait de la cellule afin de me mettre de force dans une ambulance pour les urgences psychiatriques d'un hôpital que tout le monde connaît au Burkina Faso, l'hôpital Yalgado. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Ceux qui sont à l'origine de ça savent qu'il ne fallait pas que je parle, ont intérêt à ce que je ne parle pas. Donc, aujourd'hui, tout ce que je vous dis, c'est dans l'intérêt supérieur non seulement de mon pays, et dans l'intérêt de la dignité de mon pays, parce que c'est le pays des hommes intègres. Nous ne sommes pas des menteurs chez nous. Le mensonge ne peut pas être le leitmotiv de nos administratifs ou bien de nos gouvernants. Et je suis sûr que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un menteur. Voici pourquoi il a pris cette direction avec les autres membres et les autres pays de l'AES. Donc, c'est une manière pour moi d'essayer de ramener un peu les choses dans leur contexte. Que le monde entier ne continue à souffrir de ce mensonge de l'État français qui s'est ingéré de manière éhontée dans les affaires économiques intérieures du Burkina Faso en faisant croire qu'en réalité, elle avait quitté le Burkina Faso, alors qu'en réalité, après son interdiction, elle a continué à fonctionner illégalement en se faisant couvrir avec de faux décrets, cousus sur mesure par des administratifs burkinabés pour qu'elle puisse paraître comme un établissement public de l'État burkinabé et tromper le trésor public burkinabé, tromper l'ensemble des burkinabés et l'ensemble du tissu économique burkinabé et international, notamment les à l'ONU, pour faire croire qu'il s'agissait en fait de la chambre de commerce du Burkina Faso. Oh, il n'en était rien. Donc c'est extrêmement grave, c'est extrêmement scandaleux et pour ma sécurité, c'est comme je vous l'ai dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis encore vivant. Et peut-être que, voilà, on pourra en reparler une autre fois. Sinon, c'est pas la grâce. Merci. Voilà. Merci d'être resté connecté avec moi ce soir. Monsieur, voilà, docteur Ibrahim Ouedraogo, vous avez un message. Voilà, un message annoncé. J'aimerais inviter tous les panafricanistes. Okay. Vous me recevez? Okay. Le réseau est vraiment... Vous me recevez? Bien sûr. Je voulais lancer un message à tous les panafricanistes, surtout à M. Konaré. Je vois dans ses vidéos qu'il fait en tout cas beaucoup de choses pour l'humanité. Il se bat pour que la paix dans le monde revienne. Mais je voulais simplement attirer l'attention de tous les panafricains sur une chose. Vous avez une chose, vous êtes des porte-voix, mais vous n'avez pas les leviers pour faire changer les choses. C'est clair. Les leviers, c'est le secteur privé de chaque pays. Donc, si les panafricanistes comprennent la chose suivante, s'ils comprennent que leur action ne peut porter des fruits efficacement qu'avec le concours de une certaine synergie avec les secteurs privés respectifs de chaque pays, de cette panafricanité-là, je veux faire en fait comprendre à ces gens-là qu'il ne faut plus continuer à donner de la voix simplement en dehors des canaux de chaque pays. Il faut que ces sociétés civiles ou bien ces activistes, ou bien ces panafricains composent avec les acteurs des secteurs privés patriotiques en fait, de chaque nation dans ce monde, afin que la lutte panafricaine ou la lutte pour la fin de la guerre dans le monde là, puisse porter du fruit. Parce que ceux qui font la guerre, tous ces marchands de monnaie ou bien ces marchands de mort ou bien ces marchands d'armes, ne prospèrent que parce qu'ils tiennent les secteurs privés de chaque pays, même l'Europe, même la France est victime de ça. Ce n'est pas un problème purement burkinabé ou bien africain. Même la France, les États-Unis, tous les secteurs privés, toutes les nations sont peut-être manipulés par ce système oligarchique financier-là. Et de sorte que ce que les panafricains veulent, ce que les activistes veulent, ne peut se réaliser ou se matérialiser qu'avec
la corrélation, la composition en fait, d'une certaine, la création en fait, d'une certaine synergie avec les secteurs privés en fait, de chaque nation au niveau en fait, du continent africain et dans le monde entier. Donc c'est cet appel-là que je voulais lancer et les interpeller aussi sur le fait qu'au Burkina Faso, nous sommes dans une situation assez compliquée, qu'ils communiquent là-dessus, puisque les médias burkinabés ou les médias locaux ne veulent pas communiquer sur cette affaire de prise de la situation d'ingérence et du coup en écriture publique là. Que les activistes donnent de la voix pour que les journalistes ordinaires ou bien les médias mainstream là, se rendent compte qu'en réalité, ils ne pourront pas taire l'information et que ce n'est plus la peine qu'ils continuent à taire l'information et d'empêcher les peuples d'avoir accès à la vérité que nous sommes en train de diffuser. Ce n'est pas dans notre intérêt que nous parlons, mais dans l'intérêt supérieur de la nation burkinabé, de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'AES et notamment du monde entier. Parce que le monde est connecté. C'est un village maintenant. On parle de village planétaire. Bien sûr. Avec tous les États. Donc, du coup, si vous avez un mensonge d'État comme celui-là, une fausse chambre de commerce qui se fait passer pour l'État burkinabé et qui peut même avoir des représentants qui voyagent avec le chef de l'État dans l'avion présidentiel en trompant le monde entier comme si c'était une vraie chambre de commerce alors que c'est l'État français qui organise tout ça. C'est extrêmement grave et scandaleux. Donc, il faut que les sociétés civiles et du monde entier, les activistes et tous ceux qui sont en tout cas capables de relayer cette information-là, la relaient pour que la France arrête cette ingérence malsaine dans les affaires intérieures et économiques intérieures des pays qui étaient autrefois sous son emprise coloniale. Il faut que ça s'arrête pour que l'AES même puisse prospérer. Il faut que ça s'arrête pour la de l'AES. Parce qu'ils sont en train de réfléchir à un autre mode d'infiltration, de déstabilisation de l'AES par voie économique ou bien par le canal du secteur privé qui constitue encore un point faible en fait au niveau de l'AES et qui était un point faible au niveau de la CEDEAO et qu'on a caché pendant longtemps. Donc il ne faut pas que le même point faible de la CEDEAO continue à être le même point faible de l'AES demain. Et pour ça, il faut que le secteur privé, dont la représentativité est réellement aux mains en fait, des États concernés, et non pas des commerçants ou des entreprises, des États concernés, et non pas aux mains de la France ou des multinationales françaises. Voilà ce qu'il faut. Donc c'est ce message-là que je voudrais que vous puissiez faire passer et que vous puissiez relayer au maximum pour que tous ceux qui sont dans cette dynamique-là puissent comprendre qu'en réalité, c'est dans l'union des activistes, des organisations de la société civile qui sont constituées pour la plupart d'entrepreneurs, des personnes qui mènent des activités économiques avec les secteurs privés respectifs des pays, que la victoire pourra être obtenue dans tous les domaines dans lesquels les activistes sont en train de donner de la voix pour que le monde change. Nous avons les leviers stratégiques et les leviers économiques au niveau du secteur privé. Et bon, vous, les activistes, les panafricains, vous avez la voix, vous portez la voix. Voilà, donc si les deux sont combinés, ça peut faire balancer un peu les choses au niveau des dirigeants, parce que les dirigeants ne peuvent que suivre la volonté ou l'expression de la volonté de leur secteur privé. Parfois, à cause du manque de levier économique, la volonté ou bien la voix des peuples ne parvient pas à faire changer en fait, les dirigeants. Mais si vous associez la représentativité réelle des secteurs privés à votre lutte, à vos combats, vous allez voir plus de résultats que si vous êtes seul. Si vous portez la voix simplement sur la base de vos visions, des découvertes que vous faites, voilà, qui ne sont pas conformes à ce que vous avez comme aspiration. C'est ça le combat panafricain. On essaie de dénoncer, de faire de prise de conscience. Vraiment, merci à vous pour cette révélation. Pardon? Je voulais profiter. Vous m'entendez parce que le réseau est médiocre. Oui. Faites noter ceci, je ne sais pas, un contact au niveau du Burkina 76, plus 226, 76. Ils m'envoient un message et puis je vous balance pour des raisons de sécurité. Non, puisque en réalité, si vous voyez que je communique ce numéro, c'est dans ce sens. Parce que actuellement, si ce n'est... Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Sauf concours de l'armée. Ok. Vous m'entendez? Sauf concours de l'armée, je suis une personne wanted, dead or alive. Vous comprenez? Sauf concours de l'armée. Voilà. Parce que ceux qui détiennent les postes de défense et de sécurité, en l'occurrence les procureurs, dans nos tribunaux, près de nos tribunaux aujourd'hui, en ont après moi parce qu'en réalité, ils ont laissé prêter serment
à des agents qui se sont fait passer pour des agents en fait, d'une commission d'organisation d'élection consulaire qui ont trompé la majorité des Burkinabés. Donc, je donne ce numéro au cas où. Allô? Oh là là, la connexion. Allô? Allô? Attendez. Voilà, donc je donne ce numéro au cas où. C'est le plus 226 76 14 14 94. C'est bon? 76 14 14 94. Voilà. On m'a interdit de sortir du Burkina Faso sans autorisation judiciaire. C'est-à-dire qu'on me prive même de l'exil si jamais je peux avoir la possibilité de m'exiler pour essayer de préserver ma vie. Parce non, mais ça va aller. Je pense que ce direct, je ne promets rien, mais je pense que le direct va permettre, on verra. Donc, de toute façon, moi, comme vous savez, en Afrique, il y a quelque chose. Je fais une corrélation avec. Vous avez dû certainement entendre. Je ne vous entends pas bien. Vous avez dû certainement entendre cette histoire en Afrique. Vous avez entendu parler du fait qu'on vend les enfants au marché. Quand on vend un enfant au marché. Ok. Quand une femme naît au monde, chaque fois l'enfant meurt, les enfants meurent. On finit par dire à la dame, va vendre l'enfant au marché. Je vous entends faiblement. Je vous entends faiblement. Vous m'entendez maintenant? Faiblement. Vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez? Mais, je vous entends. Voilà, on aura l'occasion de faire une deuxième partie, pourquoi pas. Nous allons essayer de voir de faire une deuxième partie, donner encore plus d'informations. Et j'invite tout un chacun à prêter attention à ce qui se passe. J'espère que le président Ibrahim va tendre encore la main pour mieux comprendre ce qui se passe, parce qu'il veut qu'on parle de la nation. Donc, s'il y a des problèmes, il y a des choses qui sont cachées, il faut dénoncer les personnes qui risquent leur vie sont vraiment des personnes à protéger et puis à prendre un tout petit peu aussi. Merci d'être resté connecté avec moi pour toutes ces révélations. Vraiment que Dieu continue de vous protéger. Le direct est effectivement signalé. Là, je vois un déglissage. Là, le direct est signalé. On aura l'occasion de revenir. Voilà. Merci encore, Dr. Ouedraogo. Merci. Que Dieu vous protège. Merci. Vous déconnectez. J'arrive pas à vous déconnecter. Couper le direct. Ok, donc merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, il continue de pardonner nos péchés et nous amène le sens du discernement. Merci encore à Dr. Ferdinand Ouedraogo pour toutes ces révélations. Voilà, à couper le souffle et j'espère très bien que ce direct d'aujourd'hui sera partagé massivement pour que l'information puisse quelque part véhiculer jusqu'au plus haut et je ferai de mon mieux pour que le président Ibrahim Traoré ait connaissance de réellement ce qui se passe et discuter avec le docteur Ferdinand Ouedraogo, prendre encore plus d'informations parce que là, on parle de la survie de toute une nation. Passez une excellente soirée, peace and love à vous et puis on part toujours sans crainte et surtout sans peur. Peace and love.